Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à la présentation de l'Observatoire du numérique en région Sud, une initiative portée par le pôle SCS en collaboration avec l'Inextinso, le soutien de la région Sud et en partenariat également avec Medinsoft, Toulon Var Technologies et Télécom Vallée. Un petit rappel pratique avant de démarrer cette présentation. Tous les micros des participants sont en mode éteint. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le module questions qui se situe à droite de votre écran. Merci à tous et sans plus tarder, je passe la parole à Olivier Chavrier, directeur général du pôle SCS. Merci Audrey, bonjour à tous. Donc Olivier Chavrier, directeur général de SCS. SCS, pôle de compétitivité sur les technologies numériques en région Sud. 300 membres, des activités autour de l'accompagnement des projets de R&D du financement public et du soutien aux PME dans leur parcours de croissance. J'interviendrai avec Noémie Keller, associée chez Inextinso Innovation Croissance. Noémie, si tu veux dire un petit mot sur Inextinso Innovation Croissance. Oui, merci Olivier. Bonjour à tous. Là, je vois que vous êtes en train de vous connecter. Donc, Noémie Keller, associée donc, au sein d'Inextinso Innovation Croissance, en charge des relations avec nos clients en région Sud, Corse et Monaco. Inextinso Innovation Croissance, c'est un cabinet qui a été créé en 1999 à Sophia Antipolis et racheté par le réseau Deloitte Inextinso en 2013. Nous accompagnons nos clients dans leur politique de transformation par l'innovation et le développement durable. Et voilà. Et donc, du coup, merci à la région, merci au pôle SCS de nous avoir fait confiance dans la mise au point de ce nouvel outil de connaissances et de stratégie pour le territoire dans les domaines numériques. Merci Noémie. Donc je vous propose l'agenda de ce webinaire. Donc une petite introduction que vous venez d'avoir. On va vous expliquer en quelques mots pourquoi on a lancé cette initiative. Noémie prendra la parole pour vous parler de la méthodologie qui a été employée pour cette initiative. On vous donnera des éléments qui ressortent de cette étude. Et on vous donnera nos premières analyses et interprétations sur cette note, sachant que cette note n'a pas vocation à donner des analyses ou des interprétations, cet observatoire, plutôt à donner des faits que chacun peut être libre d'interpréter, et on vous donnera, nous, notre analyse sur ce qui ressort de cet observatoire. Bien sûr, des questions-réponses si vous en avez, comme l'a indiqué Audrey, que vous pourrez nous faire par le chat en fin de session. Je vous propose de les conserver et on traitera ça en fin de session. Alors, pourquoi un observatoire du numérique en région Sud? Bon, la filière du numérique est une filière assez complexe à qualifier, à quantifier. Les chaînes de valeur sont assez larges. D'habitude, on avait l'habitude de parler de hardware, de logiciel, puis est apparu du logiciel embarqué, du logiciel applicatif, du cloud, des modèles d'affaires un peu différents. Donc, c'est une filière qui n'est pas très simple. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait beaucoup d'études et d'indicateurs sur cette filière, mais qui étaient souvent incomplets. Et surtout, ce qu'on a constaté, c'est qu'ils étaient instables dans la durée, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir une étude d'un organisme one-shot et que ce n'était pas suivi ensuite. Et parfois, même sur des mailles géographiques très variables. On pouvait avoir une étude qui se concentrait sur le territoire des Bouches-du-Rhône ou qui se concentrait sur une région. Donc, on n'avait pas des choses qui correspondaient un petit peu à ce qu'on anime chez SCS et ce que l'on voit comme caractéristique de la filière du numérique. Alors, c'est vrai que la crise que nous vivons depuis début 2020 nous incite aussi à avoir besoin d'identifier plus précisément les états de fonctionnement des filières et de pouvoir surtout caractériser ce qui est du domaine du conjoncturel dû à la crise et qu'est-ce qui va être des facteurs structurels qui existaient avant la crise ou dont on constatera plus tard que la crise a vraiment modifié des choses qu'on ne peut plus qualifier de conjoncturelles. Donc, ça nous paraissait vraiment d'actualité de pouvoir un petit peu se mettre un peu au carré, si vous me passez l'expression, sur l'observation de cette filière en région.
Alors, nos objectifs, ce sont plusieurs objectifs. En fait, on a fait un travail préparatoire important qui consiste à cartographier et recenser toutes les entreprises du secteur numérique en région sud et de le faire à partir d'une méthodologie innovante qui conduit à établir un panel très représentatif. Et c'est ce que vous décrira Noémie très prochainement, là, à la suite de mon exposé. Bien sûr, sur cette cartographie, faire des analyses. Alors, des analyses quantitatives, alors plutôt en tendanciel, puisque vous savez que toutes les entreprises ne publient pas de chiffre d'affaires. En tout cas, ce n'est plus une obligation. Les effectifs ne sont pas toujours renseignés précisément, ils sont renseignés dans des tranches. Donc, on va plutôt essayer d'avoir des approches quantitatives en tendance. Est-ce qu'on est en progression? Est-ce qu'on est en baisse? Est-ce qu'on est stable? Plutôt que des chiffres très précis qui sont d'ailleurs difficiles à avoir avec une précision suffisante. Bien sûr, très important, récolter des données qualitatives qu'on va faire, et ça aussi Noémie vous en parlera, dans le cadre d'enquêtes flash par mail, questionnaire web et téléphone. Et bien sûr, chaque fois, faire un focus aussi dans cette filière du numérique sur un secteur technologique qui nous paraît important, d'actualité, en ligne avec les axes stratégiques de SCS. Donc, vous verrez que sur cette note, on a choisi l'axe cyber, confiance numérique. Donc, voilà un petit peu nos constats et nos objectifs. Alors, c'est un travail d'équipe pour faire cet observatoire. On est joint par Medinsoft, l'association qui anime les éditeurs et les spécialistes du logiciel sur les Bouches-du-Rhône, Télécom Valley qui anime les acteurs du numérique sur Sophia et le 06, et Toulon Var Technologies, TVT Innovation, association qui anime tous les acteurs d'innovation sur le territoire varois. Donc, on a travaillé ensemble à catégoriser, structurer ces bases et faire cette première note qui sera suivie d'autres, puisque le livrable qu'on vous propose et qui est l'objet de cette présentation d'aujourd'hui, c'est une note de synthèse de qualité, un peu format note d'analyse bancaire, qui a pour but de donner ces chiffres quanti et quali dont je vous parlais auparavant. Et très important, notre objectif, c'est de l'inscrire dans la durée. Donc, ne pas se contenter d'une note trimestrielle et puis après, on n'en parle plus. Donc, il y aura 2 prochaines notes trimestrielles et ça dans les prochaines années aussi. En tout cas, c'est notre objectif pour pouvoir inscrire dans la durée un référentiel que nous pourrons tous partager ensemble et analyser. Voilà, donc avant de passer la parole à Noémie, on a, je la remercie, une intervention de Christine Noussert, qui est chef de service adjointe à la direction du développement et du financement des entreprises de la région Sud et qui souhaite dire un petit mot autour de cette initiative. Donc Christine, merci. Je te passe la parole si tu peux la prendre. Bien, merci Olivier. C'est bon, vous m'entendez? Oui, moi je t'entends bien là. Très bien. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous et merci Olivier de me donner la parole. Je serai vraiment très très brève. Juste un petit mot pour vous dire que, comme vous le savez, la politique du pôle de compétitivité est dorénavant pilotée par les régions et donc à ce titre, nous passons des conventions avec les pôles que nous soutenons parce que nous considérons que les pôles jouent un rôle clé dans la structuration et le développement économique de nos filières en région. De ce point de vue, la connaissance des caractéristiques socio-économiques du secteur numérique est vraiment importante pour orienter nos actions publiques. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là que nous soutenons le pôle SCS sur cette initiative et nous attendons avec impatience d'avoir ces éléments et dans la perspective également d'avoir une note trimestrielle pour suivre effectivement les effets sur ce secteur et pouvoir adapter nos interventions, je dirais, pour optimiser le développement économique de cette filière du numérique. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole
pour découvrir les premiers résultats. Merci Olivier. Merci beaucoup Christine, merci de votre soutien. Donc Noémie, je te propose de prendre la main sur la méthodo. Oui, merci beaucoup. Donc, comme vous l'a expliqué Olivier, l'approche de la connaissance de l'offre numérique sur le territoire n'est pas quelque chose qui est trivial dans la mesure où les outils et les méthodes statistiques classiques permettent mal d'appréhender ce secteur qui est assez diffusant à différents types de catégories d'activités. Donc, on a fait un travail très important avec les équipes du pôle SCS pendant de nombreuses semaines pour essayer de trouver la meilleure façon de concevoir ce qu'on a appelé un panel, c'est-à-dire on a essayé vraiment d'isoler un échantillon d'entreprises offreuses de technologies numériques sur le territoire qui soit le plus représentatif possible. Donc, ce panel devant à la fois être suffisamment représentatif de la diversité et du volume d'activité, mais aussi suffisamment fiable et précis pour qu'on ne soit pas dans quelque chose, je dirais, de trop diffus, avec trop de bruit qui serait difficilement interprétable. Donc, ce que l'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a pris la liste des codes NAF des entreprises et on a sélectionné les codes NAF qui nous paraissaient les plus intuitifs en lien avec le numérique. Si on s'arrête juste à cette liste-là, on se rend compte que c'est très restrictif et qu'il y a beaucoup d'acteurs structurants du territoire qui ne sont pas dans cette sélection. Donc, on a regardé aussi quels étaient les acteurs du numérique et quels étaient les codes NAF qui revenaient de façon un petit peu régulière sur un certain nombre de thématiques, même si l'intitulé du code NAF n'était pas explicitement numérique. Et donc là, on a complété d'un certain nombre de codes NAF qui nous paraissaient pertinents malgré un intitulé un peu différent. Et puis, on a aussi fait un petit peu une boucle de rétroaction et de complément, de se dire, voilà, il y a des acteurs sur le territoire qui ont été identifiés par les travaux d'autres opérateurs, comme la région, des pôles, des clusters, etc. Et donc, on a essayé de faire converger tout ça et on s'est rendu compte qu'il y avait des acteurs importants du numérique qui n'étaient dans aucune des catégories, ni les codes NAF dits intuitifs, ni les codes NAF complémentaires, et que donc, du fait d'une analyse quantitative ad hoc entre les équipes du pôle SCS et nos équipes, avons décidé de réinjecter donc ces acteurs dans cette base. Donc, on a cette base dont je vais vous parler juste après, qui a été créée avec un peu plus d'1 millier d'acteurs. Et cette base que nous allons suivre dans le temps, et pour pouvoir faire un certain nombre d'analyses, on l'a catégorisée, c'est-à-dire on a mis des étiquettes exclusives les unes des autres pour que l'on puisse faire un certain nombre de traitements. Et à ce stade, on a deux grands types de catégorisation. Les catégorisations par type de modèle économique, donc les types de modèles économiques majoritairement de type produit, et les modèles économiques majoritairement de type service. Autre catégorisation que l'on a retenue, ce sont la nature de l'offre numérique en fonction des domaines d'activité stratégiques du pôle, qui nous permettent donc, selon ces 4 dimensions, d'organiser, de structurer les activités des intervenants par rapport à leur offre numérique. Sur cette base-là, on a réalisé un certain nombre d'enrichissements avec des bases complémentaires, donc en termes d'emploi, les bases de Pôle emploi, les bases ACOS. Sur la partie levée de fonds, nous avons au sein du cabinet un baromètre qui existe depuis plusieurs années, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle le baromètre In Extenso Innovation Croissance des levées de fonds, qui suit là aussi sur des longues périodes l'activité en termes de capital risque, de levée de fonds des entreprises françaises et européennes, et qui permet aussi là d'isoler l'activité des acteurs en région.
et donc on a pu croiser, et puis aussi par l'intermédiaire d'autres connexions à d'autres bases, notamment les données issues de l'outil Questel qui nous permet de suivre l'activité en termes de protection intellectuelle et de dépôt de brevets. Et puis, toutes ces données ont été ensuite contextualisées pour sortir juste de l'analyse de la bulle territoriale et de la mettre du coup en regard de données nationales et ou sectorielles par rapport aux thématiques. Olivier, si tu peux avancer. Slide suivante. Voilà. Une fois donc on a créé ce panel, donc qui est un panel statistique sur lequel on fait essentiellement des données sur lequel on fait essentiellement des traitements sur des données quantitatives. Il était important que ces données sortantes puissent être un petit peu challengées, mises au regard d'un vécu sur le terrain de la part des différents acteurs. Et donc pour cela, nous avons réalisé un sondage flash en ligne et je remercie la cinquantaine d'opérateurs qui ont accepté de participer à ce sondage, et également des interviews d'experts selon les thématiques qui sont traitées dans chacune des notes. Et donc la première note est dédiée à la confiance numérique, et donc nous avons interrogé des experts dans ce domaine. Une fois qu'on a tous ces éléments-là, il y a un travail donc de synthèse qui est réalisé en vue d'une publication d'une note trimestrielle qui est diffusée aux acteurs de la région et qui peut être aussi servir de matière à des actions de dissémination ou d'actions de communication comme aujourd'hui. Si tu peux avancer, Olivier. Merci. Voilà, donc pour vous présenter un petit peu ce panel, donc à date, nous avons identifié et caractérisé un peu plus d'1 millier d'établissements intervenant dans le domaine numérique en région. Sur ces 1084 établissements, vous avez 941 entreprises et un peu plus de 700 entreprises dont le siège est en PACA. Donc, ça nous donne l'ensemble des typologies d'acteurs. En fonction des modèles économiques, vous voyez qu'on a un mix entre des acteurs avec un modèle économique majoritairement produit, qui peut être de différentes natures, ce produit, que ce soit effectivement du hardware, du logiciel, des équipements télécoms, ou au contraire majoritairement de type service. Donc, vous les retrouvez dans ce panel, dans cette sous-catégorie, pardon, les ESN, les bureaux d'études. La taille critique a pu être confirmée par les traitements, puisque notre panel aujourd'hui présente un chiffre d'affaires cumulé d'un peu plus de 60 milliards d'euros et 2,5 milliards d'euros par les entreprises réalisés par les entreprises qui ont leur siège en PACA. Donc, ce qui représente aujourd'hui une vraie taille critique pour le territoire dans le domaine de l'offre numérique. On y reviendra tout à l'heure. Sur la partie emploi, c'est quelque chose qu'on va continuer d'investiguer au cours des futures notes, puisqu'aujourd'hui, sur le panel, les données, notamment Sirène, que l'on peut traiter, sont des données qui sont organisées par tranche et qui donnent une volatilité très importante au sein de la tranche. Il est très difficile de travailler uniquement sur le point médian de la tranche. Donc, on va essayer d'approcher effectivement ces traitements en les croisant avec d'autres sources de données. On a déjà pu identifier donc des travaux de la région sud qui font émerger donc un volume d'à peu près 55 000 salariés. Vous verrez après, on a des données ACOS qui sont assez convergentes aussi sur cette idée d'un peu plus de 50 000 salariés dans le domaine du numérique en région, mais c'est des choses que l'on va pouvoir affiner dans les prochains mois. Et aussi, ce que vous voyez au sein du panel, c'est qu'on a quand même une très forte proportion de PME, voire de TPE, puisque les petites et moyennes entreprises correspondent à 70% du panel. Si tu peux passer à la slide suivante, Olivier, s'il te plaît.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que notre base intégrant donc les codes postaux des structures nous ont permis une projection géographique à l'échelle du territoire. Et donc, ce que l'on peut constater à ce stade, c'est que effectivement, on a 90% de l'emploi qui se concentre sur 3 bassins, les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes et le Var. Néanmoins, tous les départements, tous les territoires de la région disposent d'une offre numérique et d'une offre complète avec des acteurs avec un modèle économique produit ou un modèle économique service. Tu peux passer à la suivante, peut-être. Ce qui a pu être constaté donc sur l'analyse du panel, c'est que on a des acteurs qui en région ont très largement surperformé la dynamique nationale en matière de croissance de chiffre d'affaires, puisque sur le panel, on a pu constater une croissance de l'ordre de 10% du chiffre d'affaires sur la période 2017-2018 et de plus 6% sur 2018-2019. Sur la même période, d'après les données Syntec, on est à peu près à un taux de croissance annuel moyen de l'ordre de 4%. Donc, on a vraiment cet effet de surperformance que l'on retrouve aussi en termes de dynamique de création de structures et vous voyez par les données ACOS qui sont en dessous, puisque on voit que les effectifs en région ont particulièrement accéléré depuis 2014 sous l'impulsion d'une très forte création de nouveaux établissements, puisqu'on voit vraiment les deux courbes qui progressent de façon parallèle. Donc, on a un tissu économique qui s'est fortement renouvelé sur la dernière période, mais avec de très jeunes acteurs. Alors, est-ce qu'on peut aussi attribuer cet effet d'amplification, d'accélération à l'impact des stratégies de type French Tech, puisque, pour mémoire, vous vous souvenez sans doute que la métropole Aix-Marseille a été la première métropole au niveau national qui a été labellisée French Tech sur cette période, puisque c'était pardon, fin 2014. Pardon. On a néanmoins, il ne faudrait pas penser que la région est devenue uniquement une start-up région, hein, puisqu'on a quand même sur le territoire un certain nombre de poids lourds de locomotives, hein, et on le voit au niveau du chiffre d'affaires médian au sein du panel, qui est à plus de 6 millions. Donc, ça donne quand même une idée de l'activité, avec des locomotives historiques, tant dans le domaine produit, un certain nombre d'entreprises que tout le monde peut reconnaître, hein, de Schneider Electric, HPE, Thales, Amadeus, ST Microélectronique, NXP, et j'en oublie certainement, dans le domaine des services, avec des ESN majeurs qui ont vraiment un rôle d'entraînement, le groupe Capgemini, Altran, Accenture, Alten, etc. Ce que l'on peut constater, c'est que sur la période 2013-2020, on a sur le panel un recours extrêmement limité aux levées de fonds, puisqu'il y a eu uniquement 63 opérations sur la période pour un montant cumulé de 650 millions d'euros. Donc, ce sont des petites opérations qui ont concerné uniquement 47 entreprises sur un panel d'un peu plus de 1000. Et donc, ça, c'est un point sur lequel on va mener un certain nombre d'investigations complémentaires dans les notes à venir. Néanmoins, on constate que au niveau de la propriété intellectuelle, il y a vraiment un réflexe important des entreprises du numérique pour recourir au brevet, puisque vous avez plus d'une centaine d'entreprises qui ont déposé au moins un brevet, Vous avez 13% des entreprises du groupe produit et même 8% des entreprises du groupe service, ce qui n'est pas nécessairement intuitif, hein, quand vous connaissez la difficulté dans le domaine du numérique et du digital à faire reconnaître de l'inventivité et à susciter des droits à protéger dans le cadre d'un dépôt de brevet. Donc ça, c'est vraiment une force et un recours assez systématique et différenciant qu'on a pu voir sur le territoire. Olivier, si tu peux passer à la suite. Juste un point peut-être à rajouter sur les levées de fonds, hein. C'est vrai que c'est un peu conforme aussi à ce que tu dis
disait hein, que le renouvellement économique est essentiellement des petites entreprises. Et en particulier, donc, on n'a pas affiché l'analyse ici, mais si on regarde dans les détails nos analyses sur le modèle économique produit, les entreprises sont même un peu plus petites que les entreprises dites ESN. Et ce sont ces entreprises produits qui font appel à des levées de fonds. Donc, on constate un dynamisme sur les premières opérations de seed, hein, de tout premier tour. Et il y a des bons outils en région pour ça, mais c'est vrai qu'après, on a tous constaté certaines difficultés. Donc, c'est vrai que c'est assez cohérent aussi avec le panel qu'on a catégorisé, quoi. Mais avec quelques belles performances, sans dévoiler les résultats de la prochaine publication de mes collègues sur le baromètre des levées de fonds. Je crois qu'il y a de belles surprises qui seront dévoilées, notamment une très belle opération de nos amis de Vulog, hein, qui ont pu lever plus de 20 millions d'euros sur les derniers mois et qui effectivement va permettre aussi à l'entreprise d'accélérer son développement à différents niveaux. Mais voilà, c'est une opération exemplaire et il en faudrait sans doute de nombreux autres. Hein. Si tu peux passer à la slide suivante. Donc, ce qui était important aussi, c'était compte tenu effectivement du contexte, hein, de savoir comment notre panel finalement vivait cette crise à la fois sanitaire et économique. Et on se rend compte qu'on a finalement quelque chose de très résilient au niveau numérique. Alors effectivement au niveau national, hein, je vous ai rappelé les données qui ont été publiées par le Syntec fin 2020, où finalement on a un secteur un secteur économique qui a été en retrait de 4% en 2020. Alors pour le numérique, 4% de retrait, c'est quelque chose qui est assez négatif, mais compte tenu, je dirais, de la sous-performance globale de l'économie, c'est finalement un meilleur résultat que ce qui avait été anticipé au départ, et puis un retour progressif à la croissance en 2020. Ce que l'on voit sur notre panel à nous, c'est que on est à 2/3 des répondants qui annoncent une croissance supérieure à 5% sur la période, donc qui n'auraient pas connu de décrochage massif en termes de chiffre d'affaires. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a quand même un panel extrêmement optimiste et qui est convaincu que la sortie de crise sera l'occasion effectivement de saisir de nouvelles opportunités, puisque vous avez à date 60% des répondants qui anticipent une évolution positive de leur situation donc, dans les 12 mois qui viennent, et ils sont à 90% positifs si on est sur une échéance un peu plus lointaine de 2-3 ans. Tu peux passer à la suivante. Que vous dire d'autre? L'idée, c'est aussi que de ce qu'on a essayé de comprendre, c'est qu'est-ce qui était finalement en termes de domaine numérique, d'offres numériques, quelles étaient finalement les locomotives pour les mois et les années à venir. Donc, on se rend compte que finalement, il y a des secteurs qui sont les secteurs qui sont suivis par les domaines d'activité stratégique du pôle SCS, qui sont vraiment les locomotives pour les mois et les années à venir en termes effectivement de sécurité, de confiance numérique, d'Internet des objets, de big data, d'intelligence artificielle, de cloud, hein, qui représente plus de 80% des besoins attendus de la part des clients du panel, mais surtout en termes de priorité stratégique, et ça peut paraître un peu contre-intuitif pour quelqu'un qui s'intéresserait au sujet numérique, c'est de se dire qu'aujourd'hui, ce qui va freiner vraiment la croissance des années à venir, c'est la guerre des talents.
puisque plus de 50% des répondants pensent que effectivement cette guerre des talents qui était déjà bien enclenchée avant la crise va se renforcer sur effectivement les talents en lien avec les domaines cités ici, et que aussi pour sécuriser leur capacité à aller gagner de nouveaux clients, plus de 50% d'entre eux souhaitent conforter leur compétitivité par un effort accru donc, de RDI. Donc effectivement, la recherche de compétitivité par la performance de la proposition de valeur appuyée sur de l'intensité en matière d'innovation. Tu peux passer à la suivante. Alors la suivante, je crois voilà, que c'est toi qui reprends la main. Tu as le panorama sur les principaux points de synthèse de la note. Hein. Je crois qu'on va passer au focus. Hein, Voilà, donc ça c'était effectivement une présentation globale de l'ensemble de notre panel, et donc on vous propose pour chacune des publications de traiter un focus particulier, un focus thématique. Et donc là, avec le pôle SCS, nous avons choisi de retenir la confiance numérique, qui est un axe fort de différenciation du territoire. Je laisse la parole à Olivier. Oui, absolument. Merci, Noémie. Alors, effectivement, comme je vous l'avais indiqué au début, dans chaque note, on en profitera, donc une fois par trimestre, de faire un focus sur un secteur d'activité du numérique important. Donc là, on a choisi la confiance numérique. Alors, la confiance numérique, c'est un terme qui est repris et qui permet d'avoir une vision la plus large possible de la filière sécurité, parce qu'il y a plusieurs mots qui sont employés, cybersécurité, sécurité numérique. Donc, en France, l'Alliance pour la confiance numérique, c'est une association dont d'ailleurs SCS est membre du conseil d'administration, définit la confiance numérique comme le regroupement de la cybersécurité, de la sécurité physique et de la sécurité numérique. Donc, tout ce qui contribue à assurer la sécurité et la protection des systèmes informatiques, des systèmes physiques, des échanges numérisés et des données numériques qui sont échangées ou stockées. Alors, c'est un marché dont on parle beaucoup, qui est en phase de transformation profonde. Alors, c'est vrai que c'est un marché dont on parle depuis longtemps. La cybersécurité, la confiance numérique, ce n'est pas nouveau, mais il est vrai que la situation sanitaire n'a fait qu'accélérer la prise de conscience et mettre en lumière le besoin de la sécurisation des systèmes d'information, de l'informatique au sens large. On pense que ça va faire que accélérer la prise de conscience de la nécessité de sécuriser les dispositifs, les services et les produits. À titre d'exemple, vous avez tous entendu parler du passeport sanitaire. Bien entendu, ce passeport sanitaire, s'il est mis en œuvre, devra avoir un bon niveau de sécurité. Les gouvernements sont en train de remettre à l'ordre du jour une meilleure sécurisation de leurs documents. On voit en particulier, par exemple en France, que la carte d'identité numérique va être lancée. Donc, toute cette crise va accélérer cette filière, et vous verrez que le panel est très optimiste quant aux perspectives moyen-long terme. Alors, tout le monde le sait, la sécurité, c'est quand même encore vu comme un coût et moins comme une opportunité, en tout cas pour ceux qui doivent acheter des solutions ou les mettre en œuvre. Et donc, en tout cas chez SCS, mais on n'est pas les seuls, on pense que la réglementation jouera un rôle fondamental dans l'adoption rapide de produits et de technologies de confiance numérique. Et sur ce sujet, on voit que les choses bougent beaucoup, vite, se mettent en œuvre, en particulier au niveau européen, puisqu'au niveau européen, un certain nombre de directives ont été votées en 2019, des directives et des règlements d'ailleurs ont été votés en 2019 en 2020. La directive NIS, la fameuse règlement RGPD dont je pense que tout le monde est au courant, et peut-être on en parle un peu moins, mais c'est en train de se mettre en œuvre, un règlement qui s'appelle le Cyber Security Act, qui vise à donner un niveau de certification sécuritaire des produits et des solutions avant qu'ils soient mis sur le marché.
Alors, c'est des niveaux de certification qui ont 3 niveaux, hein, le basique, le substantiel et le haut. Et ces certifications seront mises en place par des laboratoires spécialisés. Il y en a déjà qui sont en train de se mettre en place. Et donc, nous pensons que même si pour l'instant la réglementation est optionnelle, ça va favoriser la visibilité des produits de sécurité qui sont sécurisés et de qualité. Et ça permettra d'accélérer encore la diffusion de ces technologies au sein de toute la filière numérique. Bien sûr, en France, on a aussi l'ANSSI, hein, qui est le point de contact pour les règlements européens et qui a bien sûr nombre d'outils et de référentiels permettant de s'approprier la sécurité numérique, la confiance numérique dans les produits et dans ces processus. Alors, en région sud, donc on a vraiment une filière d'excellence. Alors, on a mis émergence, mais c'est vrai que elle existe depuis longtemps. La région a eu la chance de voir l'émergence de leaders d'une partie de la confiance numérique, qui est tout ce qui est autour de la sécurité numérique, et plus précisément la carte à puce, la cryptographie, les microcontrôleurs sécurisés, les documents gouvernementaux sécurisés, les technologies sans contact sécurisées. Mais cette filière est en train de s'enrichir d'autres acteurs, d'acteurs qui sont plus sur la cybersécurité, le stockage sécurisé. On connaît tous Wuxu Atempo, par exemple, et Géry Software, donc un certain nombre d'acteurs qui sont au-delà de ces compétences plus, je dirais, hardware, historiques. Donc, on a la chance d'avoir des grands groupes qui ont pu générer cet écosystème. Ça s'enrichit de nouveaux acteurs. Et donc, on a quantifié 228 établissements, entreprises sur ce secteur, avec 76 entreprises qui ont leur siège en région. Avec donc, vous voyez les chiffres, hein, des entreprises qui ont déposé des brevets, certaines ont levé des fonds. Quand on regarde au niveau national, la CN, dans son observatoire, donc l'Alliance pour la confiance numérique, dans son observatoire 2020, avait quantifié que la France avait représenté un chiffre d'affaires de 13 milliards d'euros. Quand on regarde en région, donc si on regarde que les 76 entreprises qui ont leur siège en région, on a un chiffre d'affaires d'environ 700 millions d'euros. Mais si on regarde plus précisément avec les établissements, donc les entreprises présentes qui n'ont pas leur siège et qui peuvent être parfois des très grosses entreprises, on a estimé donc que le chiffre d'affaires de la région dans ce secteur de la confiance numérique était au-dessus de 2 milliards d'euros, ce qui représente 20% du chiffre d'affaires national et qui nous paraît conforme au fait que la région sud est un des territoires importants pour la confiance numérique en France et a un rôle important à jouer sur cette filière. Voilà un petit peu, vous avez la répartition sur la carte des différents acteurs. Donc, on a interrogé bien sûr des entreprises de ce secteur et comme je vous le disais tout à l'heure, ce sont des acteurs extrêmement optimistes sur l'avenir. D'ailleurs, ils sont plus optimistes que les autres, mais ça ne nous étonne pas trop finalement, puisque le contexte que l'on vit actuellement est plutôt favorable pour eux, hein. Et en plus, ils sont appuyés par un certain nombre d'initiatives des politiques publiques. Un plan cyber national qui vient d'être annoncé par le gouvernement avec une stratégie d'accélération sur la cybersécurité. Et donc, ils vont flécher un certain nombre de financements publics sur des initiatives de projets de R&D, de démonstrateurs, de formation. Peut-être vous ne le savez pas, mais très récemment, la Caisse des dépôts a sorti un appel à projet pour développer des démonstrateurs de cybersécurité sur des établissements publics, des ports ou des aéroports. Donc, on va inviter les acteurs de la région à se positionner sur ce type d'appel, donc de recevoir des financements de l'État pour faire des démonstrateurs. Et puis, bien sûr, la région a publié en octobre 2020 une délibération avec une feuille de route régionale sur la confiance numérique au sein de l'opération d'intérêt régional Smart Tech, visant à bien sûr cartographier, mais aussi mettre en place un certain nombre d'actions pour soutenir cette filière. Et d'ailleurs, les acteurs qu'on a interrogés disent oui, la période est favorable pour nous, mais continuez à nous soutenir.
on a besoin d'être soutenu parce que la sécurité, ça ne se vend pas comme des petits pains, ça nécessite de l'évangélisation, ça nécessite des moyens, ça nécessite des ressources. Il faut continuer à structurer les écosystèmes pour qu'on arrive à des niveaux de ce qu'on voit dans d'autres pays dans le monde leader, en particulier ce qu'on voit en Israël ou aux États-Unis. Voilà, mais des acteurs qui sont quand même positifs, dynamiques sur cette filière. Voilà 3 slides sur le focus confiance numérique que vous verrez plus en détail dans la note. Et donc, je repasse la parole à Noémie. On va vous faire donc les synthèses et conclusions de ce webinaire. Oui, merci Olivier. Donc l'idée effectivement de ces notes, c'est d'être dans une activité d'analyse, de description, de quantification d'un certain nombre de paramètres en étant le plus objectif possible. Et après, effectivement, de pouvoir échanger avec les différentes parties prenantes pour voir comment on peut effectivement interpréter au regard d'analyse ad hoc toutes ces données. Donc, on s'est livré avec le pôle SCS à ce premier exercice, mais on est évidemment prêt à le partager avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Ce que l'on peut dire, nous, à la lecture des résultats de cette première publication, c'est dire qu'on a une organisation territoriale multipolaire de l'offre numérique qui finalement rend assez difficile l'appréhension globale d'une taille critique par rapport à d'autres territoires qui sont plus concentriques, des territoires qui pourraient être en Rhône-Alpes ou même en région capitale région Île-de-France. Ici, l'organisation historique territoriale fait que on a une difficile peut-être lecture pour des opérateurs externes de l'appréhension de cette taille critique qui est pourtant réelle, hein, comme on a pu le démontrer. On a quand même un certain nombre d'opérateurs, de facilitateurs, de clusters, de pôles qui ont gagné depuis plus d'une dizaine d'années en légitimité et qui aujourd'hui, et ça a été remonté dans le cadre des interviews, qui ont réussi à trouver des organisations, des outils qui permettent à l'ensemble des acteurs de travailler intelligemment en réseau, c'est-à-dire que certains nous ont dit effectivement le fait qu'on puisse avoir une compétence à Sophia Antipolis, une autre sur Toulon et une autre à Gardanne, aujourd'hui on a des moyens, des acteurs qui nous aident à travailler intelligemment tous ensemble. Et peut-être que ce mode d'organisation en réseau aussi a préfiguré un petit peu ce que sera sans doute le mode en sortie post-Covid, hein, cette capacité à travailler en réseau, à mettre en place des systèmes de travail et de partage distanciel. Donc ça, c'est aussi un point fort pour l'avenir. On a un secteur qui est quand même optimiste, voire très optimiste et surperformant sur la dernière période et qui continue sur cette lancée qui a pu être assez résilient, enfin, pour le peu qu'on ait pu constater à ce stade. Effectivement, il faudra le mesurer dans la durée pour tirer son épingle du jeu dans ce contexte de crise. L'idée, c'est de dire qu'il y a un certain nombre de mutations qui étaient déjà initiées avant la crise, qui vont sans doute être renforcées en termes de besoins. On l'a vu sur la confiance numérique, mais sans doute dans d'autres domaines. Mais il faut essayer d'accompagner les entreprises qui restent quand même un tissu d'entreprises de petite taille pour les aider à grandir et effectivement à ne pas fragiliser cette dynamique qui a pu être opérée et enclenchée, comme on l'a vu, sans doute déjà depuis 2014. On a la chance de pouvoir s'appuyer sur une chaîne de valeur qui est complète sur l'ensemble du territoire, hein, mais effectivement, comme on le disait, il faut grandir vite et bien. Et puis aussi, ce dont on se rend compte, c'est qu'on a la chance d'avoir sur le territoire un certain nombre d'acteurs majeurs hein, qu'on a qualifié de locomotives, mais qui sont effectivement historiques, qui font confiance au territoire et qui sont durablement installés, mais qui peut-être auraient besoin d'être un peu
qui aujourd'hui sont un petit peu isolés et que peut-être il faut renouveler un petit peu ce tissu. Olivier, je te laisse compléter. Oui, oui. Donc, avant de passer à la slide suivante, Noémie, je voulais juste renforcer ce que tu disais. Hein. C'est vrai qu'on a des locomotives importantes, on les a citées, mais quand on regarde, ce sont des locomotives historiques. Hein. Je pense que c'est le bon mot employé. Et isolé, ce qu'on voulait dire par là, c'est qu'on ne cherche pas. Enfin, le mot renouvellement, c'est pas qu'il s'en aille et qu'il y en ait d'autres, c'est qu'il reste, mais qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Et je pense qu'on a tous collectivement encore du travail pour que la région puisse attirer de gros acteurs représentatifs du numérique qui viendraient compléter nos locomotives historiques. On remercie en tout cas de ce qu'elles essayent de faire. En tout cas, sont très actifs chez SCS pour dynamiser l'écosystème. Mais ce serait bien qu'on arrive à faire venir, alors je ne dis pas des GAFA, mais d'autres acteurs importants du numérique qui puissent avoir cet effet d'entraînement et d'attractivité. Et on parlait des talents, on va y revenir. C'est un élément fondamental d'attirer les talents, d'avoir des grands acteurs industriels avec des marques connues représentatives. Alors, on finit la conclusion. Donc, ce que nous ont ressorti, en plus de ce que vous a indiqué Noémie, le panel, c'est ce que disent, enfin en synthèse, les entreprises, c'est Noémie en parlait tout à l'heure, on vient de parler, la guerre des talents. Donc, c'est vrai qu'il faut pouvoir recruter. C'est compliqué de recruter en cybersécurité, c'est compliqué de recruter en intelligence artificielle, c'est compliqué de recruter en microélectronique et notamment en production microélectronique. Donc, il y a des initiatives qui ont été prises au sein du campus des métiers pour mieux former les acteurs sur les technologies de production. Il y a des initiatives qui sont prises en termes d'intelligence artificielle par des acteurs privés dans la région, par des acteurs, bien sûr, par les organismes de formation, les universités. Il faut continuer. Les fonds propres, on en a parlé, hein, tous le disent. J'arrive à faire mon premier tour, mais dès qu'il faut que je fasse mon deuxième tour, ça devient compliqué. Je suis obligé de monter à Paris, ou je suis obligé de prendre un lever et je ne suis pas toujours très content de mon lever, ou parfois même il faut que j'aille à l'étranger. Donc, il faut qu'on arrive aussi collectivement à trouver des solutions. Bien sûr, la demande, c'est bien d'avoir des aides ou c'est bien d'être accompagné, mais le plus important, c'est les clients. Et on en parlait, hein, il faut pouvoir mieux valoriser encore le cluster, l'effet cluster de SCS et de ses partenaires en région pour attirer ces nouveaux leaders qui viendront épauler nos locomotives actuelles. Alors bien sûr, l'observatoire ne va pas résoudre tous ces points-là, mais il va permettre de donner des bases partagées, de nous aider à mesurer dans le temps l'évolution de cet écosystème. Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que ça se stabilise? Est-ce que malheureusement ça redescend? Bien sûr, on veut utiliser cet observatoire pour donner aussi plus de visibilité à l'écosystème en dehors de la région et donc aussi participer modestement à attirer aussi des acteurs et des talents en région. Donc, on a vocation, comme je vous l'avais dit, à avoir une note tous les trimestres. Donc, le gros du travail a été fait avec Inextenso et nos partenaires sur la base. Maintenant, on va travailler sur les évolutions. Donc, la prochaine note est prévue pour juillet. On aura une actualisation des chiffres puisqu'on aura eu accès aux chiffres 2020 et on fera un focus sectoriel qu'on n'a pas encore décidé, mais sur les axes stratégiques de SCS, peut-être intelligence artificielle, peut-être microélectronique, on verra. Voilà, on vous remercie beaucoup de votre attention, de votre participation. On espère que ça vous a intéressé. On publiera donc la note qui sera accessible à tous sur notre site web. Je pense qu'Audrey vous adressera un email à tous ceux qui ont participé avec la note en pièce jointe. Et merci de votre attention. On va prendre les quelques questions que vous pouvez poser dans le chat, bien sûr. Alors, il y avait une question sur la disponibilité des slides, donc on vous les transmettra aussi, bien sûr. Et alors, Noémie, il y avait une question peut-être pour toi, peut-être que tu peux la prendre, tu me dis. Donc, une question, je trouve, pertinente. Est-ce que l'étude permet finalement, sur peut-être plusieurs trimestres, de mesurer ou estimer la durée de vie des entreprises? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourra voir celles qui disparaissent? Sur la défaillance, vous voulez dire oui, effectivement, c'est un paramètre que
que l'on pourra suivre, hein, puisque on pourra estimer effectivement dans la durée sur le panel les établissements qui effectivement vont apparaître et malheureusement ceux qui vont disparaître, et effectivement de pouvoir essayer de suivre le taux de défaillance, l'évolution par rapport à ce critère. Mais effectivement, c'est quelque chose que l'on peut suivre. Avec l'idée effectivement que déjà, enfin, on connaît les statistiques nationales, hein, et que la plupart d'entre nous connaissent, c'est-à-dire effectivement des taux de défaillance très importants avec des passages clés sur la première et la troisième année. Mais c'est effectivement quelque chose que l'on pourra suivre. D'accord, merci. Il y a une deuxième question est-ce que dans l'étude, on a pris en compte les activités de formation initiale et continue liées au numérique? Donc, je crois que la réponse est non, hein, on s'est focalisé sur les entreprises seulement. Hein. Oui. D'accord. Je ne sais pas, Audrey, si tu as d'autres questions. Alors, il y a d'autres questions. Est-ce que vous prévoyez d'observer les activités d'investisseurs spécifiques pour le numérique? C'est une piste que l'on envisage pour les futures notes, c'est-à-dire effectivement d'aller, puisque sur les derniers points qu'on a levés en synthèse, hein, effectivement, il y a le suivre, effectivement, l'aspect emploi, talent, compétences, et l'aspect capacité à lever du capital. Et donc là, effectivement, d'aller nous entretenir avec un certain nombre de fonds d'investissement. Et aussi, je pense que cette note va permettre aussi peut-être on va dire, de démystifier par rapport à certains investisseurs nationaux parisiens qui parfois ont une image un peu déformée de la compétitivité des acteurs en région. Et ça peut aussi leur permettre, parce que pour les connaître par ailleurs, ils ont eux besoin aussi dans leur modèle économique d'avoir ce qu'on appelle un deal flow important, et de s'intéresser à une région qui peut alimenter un deal flow en quantité et en qualité dans la durée. C'est quelque chose qui peut leur permettre aussi, eux, de mobiliser des équipes et de s'intéresser. Donc, effectivement, c'est un point que l'on traitera sans doute dans l'une des prochaines notes, de la part et l'intérêt aussi, de manière un peu prospective, d'investissement en capital dans des entreprises en fonction des typologies, et puis des technologies clés qui pourraient être maîtrisées par les entreprises en région. Mais c'est sûr que on avait fait une étude, alors elle date maintenant de plusieurs années, puisque c'était avec la communauté du Pays d'Aix avant la création de la métropole, qui nous avait confié une étude effectivement sur la pertinence de créer un fonds d'investissement sur le territoire aixois. Et on s'était rendu compte déjà à l'époque qu'il y a, par rapport à d'autres territoires régionaux, non nécessairement pas uniquement le territoire d'Île-de-France, mais d'autres, de territoires en Nora ou en Occitanie ou au Pays de la Loire, on a un décalage historique très important en termes d'intervention en matière de capital risque rapporté au PIB régional, et qu'on a du mal à creuser, on a du mal à combler historiquement. Merci Noémie. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Audrey? Alors, il y a d'autres questions. Comment nous positionnons-nous vis-à-vis des autres régions en France et en Europe? Alors, on n'a pas tous les éléments. On a commencé à avoir des éléments de comparaison. Alors, c'est difficile aussi parce que il faudrait s'assurer que c'est toujours cette histoire de définition, de périmètre, de panel, etc. Donc, il faut vraiment être très prudent dans ce qu'on compare pour être sûr qu'on ne compare pas des pommes et des poires. Néanmoins, on a quand même des premiers éléments intuitifs qui tendent à montrer que on a un positionnement
pertinent à l'échelle nationale, mais on est plutôt entre les deuxièmes et les quatrièmes rangs, avec, voilà, il peut y avoir des effets de seuil, on l'a vu tout il suffit qu'il y ait des opérations, il suffit qu'il y ait l'implantation d'un groupe majeur sur le territoire et ça peut basculer. Mais voilà, il y a une position un peu fragile de challenger qu'il faudrait confirmer au niveau national, et malheureusement au niveau européen, je pense qu'on reste encore une micro-région, c'est-à-dire que en France, mis à part effectivement la région capitale, la région Île-de-France, qui capte plus de 50% de la valeur dans les domaines technologiques, c'est difficile pour les autres régions, y compris même la région aura d'exister, ce qui n'est pas le cas d'organisations d'autres pays qui sont plus multipolaires. Si vous prenez par exemple l'Allemagne, vous avez un certain nombre de lenders qui arrivent à s'imposer avec leurs écosystèmes. Donc, on a cet effet d'organisation très spécifique à la France qui dessert les régions qui ne sont pas des régions capitales, mais il y a un potentiel là aussi à s'affirmer sur un certain nombre de sujets. Alors, est-ce qu'on y arrivera par un effet volume global? Je pense que la marche est un peu haute, mais sans doute par un effet qualitatif sur des domaines clés, et c'est pour ça que on était vraiment très intéressés par les résultats qui sont sortis sur le domaine de la confiance numérique, parce que effectivement, il y a là matière à confirmer dans les prochaines années la capacité à s'affirmer comme un cluster d'excellence au niveau européen, si ce n'est international. Ah, Olivier, ton micro est coupé, on ne t'entend plus. Au niveau européen, la confiance numérique, la France est bien placée. Il y a eu un certain nombre d'études qui ont été faites, donc on est probablement dans les 2 ou 3 pays de tête. Alors, il y avait l'Angleterre, mais bon, je ne sais plus si on peut les compter maintenant. Mais effectivement, ce secteur est un peu mesuré. Les autres secteurs, en microélectronique, on doit pouvoir trouver des chiffres aussi. Donc, ça pourrait être intéressant un peu de creuser la position déjà de la France en Europe, et celle de la région, du coup, en découlera. Mais là, on est preneur aussi des autres partenaires de partager avec nous d'autres études, et qu'on puisse effectivement comparer dans une logique un peu de benchmark en fonction effectivement des périmètres des différentes études. Mais là, l'objectif que l'on s'était fixé avec le pôle SCS et la région sud, c'était vraiment de stabiliser déjà à l'échelle du territoire quelque chose qui soit pertinent et analysable d'un point de vue quantitatif et qualitatif dans la durée. Et puis après, effectivement, on va pouvoir enrichir les choses. Merci. Audrey, est-ce qu'il y a encore une autre question? J'ai encore une question. Oui, oui. Alors, est-ce que la blockchain est considérée comme un nouveau secteur de la filière du numérique? Est-ce que des entreprises de votre panel travaillent sur cette technologie? Alors, oui, c'est nouveau. Nous, on l'a classé, alors on peut en discuter, c'est toujours pareil, mais on l'a classé dans le périmètre confiance numérique. Et il y a quelques entreprises, effectivement, qui ont été identifiées avec des technologies blockchain dans la confiance numérique. Alors, je ne sais pas vous les citer tout de suite là, mais on pourra les communiquer. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-unes. Alors après, il y a un certain nombre d'entreprises qui travaillent sur des applicatifs métiers. Je pense en particulier à un certain nombre de fintech qui utilisent des blockchains en open source d'ailleurs. On ne les a pas classés comme des acteurs blockchain parce qu'en fait, c'est qu'un moyen pour rendre un meilleur service. Ce n'est pas du développement de la technologie blockchain pour être utilisé par des gens qui font des applications. Peut-être aussi par rapport à ça, un choix structurant que l'on a fait dès le départ par rapport au fait de retenir ou non dans notre périmètre d'analyse les ESN, parce qu'aussi ce sont parfois ils peuvent utiliser un certain nombre de technologies pour leur compte ou pour le compte de leurs clients. Il était important pour nous d'avoir le reflet le plus juste de l'activité numérique en région, et donc effectivement les ESN avaient leur place, et ça a été confirmé dans le cadre des sondages, des interviews sur vraiment le rôle structurant que ont et doivent avoir les ESN
dans le développement de l'offre numérique, parce que la plupart des acteurs de type produit reconnaissent la vraie pertinence de leurs collègues de type service pour évangéliser, pour accéder à un certain nombre de comptes. Et donc peut-être aussi, c'est ce qu'on met dans la note, du fait de cette complémentarité au moins statistique sur le territoire des modèles économiques, peut-être apprendre à mieux se connaître et à mieux travailler ensemble et développer effectivement une approche plus intégrée pour un certain nombre de technologies pour accélérer leur diffusion. Et se dire, voilà, il n'y a pas le monde d'un côté des gens qui vendent des technologies numériques et d'un autre côté, les acteurs du domaine des services des ESN. Il y a vraiment cette capacité sans doute à mieux travailler ensemble. Une dernière question peut-être, Audrey, parce qu'on est plus Alors, juste un petit point d'éclaircissement et quelqu'un qui me demande ESM Kesako. Noémie, tu veux… Les entreprises de services numériques, peut-être que les plus anciens d'entre nous connaissaient peut-être mieux la définition de SS2I. SS2I, voilà, c'est le nouveau terme, on ne doit plus dire SS2I, on dit ESN. Moi, parfois, je me fais encore prendre, mais c'est le terme. Alors, une dernière petite question, peut-être plus dans l'opérationnel. Dans quelle mesure l'Observatoire peut aider les startups? Alors, moi, je dirais à deux niveaux. On en revient sur les mêmes thématiques, la partie talent et la partie investisseur, c'est-à-dire que sur la partie talent, le fait de pouvoir aussi défendre auprès de talents qui peuvent être dans d'autres territoires, ça nous a été confirmé. Par exemple, on a interrogé une entreprise dans le domaine de la sécurité numérique qui est à Gap, et qui justement utilise tous les paramètres du territoire pour faire venir des talents sur le territoire. Faire venir des talents, ça veut dire faire venir à la fois la personne qu'on souhaite recruter, mais aussi faire venir souvent son conjoint, qui peut ou non être dans la même dynamique. Mais voilà, montrer qu'il y a cette dynamique économique, ça peut permettre d'attirer des talents. Et puis aussi, dans la partie levée de fonds, dont on parlait tout à l'heure, de montrer cet effet cluster, montrer que la start-up n'est pas isolée. C'est aussi attractif, sans doute, dans la recherche de projets collaboratifs ou de financement de la RDI. On a bien vu que pour 50% des entreprises, c'était l'un des axes stratégiques prioritaires. Donc, sans doute à plusieurs niveaux. Une start-up peut aussi montrer qu'elle s'inscrit dans un territoire qui est porteur et qui va aussi l'aider à aller au bout de son potentiel. Enfin, il me semble, Olivier, je ne sais pas si tu peux… Ouais, non, je pense que ce que tu as dit est tout à fait juste. Je pense qu'on peut rajouter aussi le fait que c'est toujours important pour une entreprise de pouvoir se situer par rapport à un ensemble. Quand on dit que la filière de la sécurité, de la confiance numérique représente 2,1 milliards en région, ben moi, je suis quoi là-dedans? C'est toujours utile. Et donc, pour les startups et les PME qui ont beaucoup de choses à faire, peu de ressources et beaucoup d'activités, elles n'ont pas toujours la possibilité d'avoir accès à des données qui leur permettent de mesurer ça. Donc, je pense que ce sera un outil aussi utile pour elles, en plus de tout ce qu'a cité Noémie avant. Donc, pas mal d'utilité pour start-up PME, mais pas que d'ailleurs. Merci à vous. Donc, on a encore une petite série de questions, mais ce que je vous propose peut-être, c'est de vous les transmettre pour pas… Oui, on y répondra peut-être voilà, Exactement. J'ai juste une petite question pratique pour Noémie. Quand paraîtra le baromètre des levées de fonds? D'après les informations de mes collègues que j'ai prises juste avant le webinaire, parce que j'étais persuadée que la question viendrait, il me semble que les publications sont prévues en fin de semaine ou au plus tard début de semaine prochaine. Début de semaine prochaine, on me confirme ça en parallèle. Bon, bah, ça va arriver alors. Voilà, un peu de patience. Okay, je vous propose qu'on en arrête là. On a à peu près bien tenu le timing. Encore merci pour votre participation. On espère que ça vous a intéressé. Bien sûr, Noémie et moi, on restera à votre disposition pour
des questions ou des discussions autour de la note qu'on publiera en fin de journée. Et puis Audrey, peut-être on trouvera un moyen de répondre aux questions auxquelles on n'a pas pu répondre maintenant. Oui, tout à fait. Je vous enverrai une petite note synthétique avec toutes les questions pour les traiter. Merci beaucoup. Merci. Bon appétit, bonne fin de journée. Au revoir. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.